Alors bonjour, Vincent et Emmanuel, de nouveau. On vous retrouve dans le Jura avec cette ces conférences organisées par Exuvie. Emmanuel, tu as fait une conférence ce matin très intéressante sur la maltraitance faite aux enfants avec Roxane Chaffei et Sonia Delahaye. Voilà, donc tu signalais tout ce qui se prépare à la rentrée. Oui, alors bien sûr, on parle beaucoup de l'éducation à la sexualité qui arrive dans les écoles pour la rentrée avec la volonté du ministre Papendiaï et puis aussi la vaccination contre le HPV. On va avoir défilé des bus pour faire vacciner les enfants à partir de la 5e. C'est un petit peu, on est dans ce climat-là. Donc, il y a le temps de la dénonciation qui doit forcément, à un moment donné, avoir lieu. C'est ce qu'on fait, on dénonce les choses. Et après, il y a aussi le temps de pouvoir construire des solutions, pouvoir émerger des pistes pour donner, en tout cas, des arguments aux parents pour s'interroger, pour faire preuve d'esprit critique. D'accord. Oui, alors pour enchaîner, effectivement, puisque c'est le sujet de l'ouvrage que j'ai publié chez Exuvie sur justement cette éducation à la sexualité qui est aujourd'hui, on a l'impression, l'obsession de Papendiaï, au-delà de toute autre considération, avec encore récemment donc, le Conseil supérieur de l'enseignement qui a été saisi par Papendiaï. Il y a vraiment quelque chose de sadien, puisque bon, le titre de mon ouvrage, hein, c'est SAD, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Et bon, la philosophie dans le boudoir, c'est chez Sade, en fait, Sade a été le seul philosophe, bon, des Lumières évidemment, mais quasiment toute l'histoire de la philosophie occidentale, à proposer la sexualité en tant qu'enseignement, y compris chez les enfants, avec derrière une philosophie, une anthropologie, on peut même dire, de l'être humain qui est d'autant plus d'actualité que la thèse qui est défendue dans le livre que j'ai écrit, c'est qu'elle correspond vraiment à la nouvelle idéologie transhumaniste. Et il y a pour moi un lien assez direct à faire entre tout ce qu'on a vécu sur la vaccination, hein, qui est une forme d'augmentation de l'être humain, et cette anthropologie sadienne qui va aller chercher chez les hommes donc un comportement purement matérialiste, individualiste, et pour lequel la sexualité devient purement ontogénétique, hein, donc c'est ce que je dis dans le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, quand on disait la philosophie dans le boudoir, de voir que mot à mot, c'est ce qui se réalise aujourd'hui à travers l'éducation nationale, à travers les propos de Marlène Schiappa, par exemple, le comportement de Marlène Schiappa, mais également d'un Trudeau, d'un Biden, en fait, bon, qui sont pris dans Biden dans une pédocriminalité, hein, avec ce film de Mel Gibson là, qui sort justement sur la pédocriminalité, qui est théorisé chez Sade comme quelque chose de plutôt positif, d'ailleurs, en tout cas qui n'est pas négatif, qui n'est pas condamné moralement. Et c'est vraiment voilà, la continuation par le vaccin, donc HPV, après le vaccin Covid, pour essayer d'augmenter les capacités de défense, soi-disant, des enfants par rapport à toutes sortes de virus, et puis leur captation par l'adulte, qui est vraiment quelque chose qui est décrit par Sade. Donc il y a vraiment une ambiance, une philosophie sadienne, en France en tout cas, mais puisque bon, la France est évidemment le pays de Sade, qui diffuse un peu, et c'est une philosophie, ce que suggère également le livre, qui est très élitaire, c'est-à-dire qu'en réalité elle a sûrement gangréné les élites, et pour moi Papendiaï justement est le représentant. Papendiaï, c'est un normalien, maître de conf en histoire, bon, qui a tous les outils intellectuels pour comprendre quelle est l'origine et quelle est l'idéologie derrière cet enseignement de la sexualité aux enfants. C'est le sentiment que voilà, il y a eu une diffusion de cette philosophie de Sade, et qu'aujourd'hui elle s'impose parce que derrière la nouvelle idéologie du corps qui est véhiculée par le transhumanisme, en réalité, eh bien fait que cette philosophie peut se développer et s'épanouir entre guillemets. Donc c'est très important, je pense, effectivement,
de trouver l'origine un petit peu du pourquoi de cette éducation à la sexualité. Alors on sait qu'elle vient de l'OMS, hein, entre autres également, mais comme la vaccination finalement. Et on voit que ce papillomavirus, cette éducation à la sexualité ont quand même une origine commune, qui est la captation au jeu par une nouvelle autorité mondiale du corps des individus, qui doivent être jusque dans leur intime, c'est-à-dire dans ce qu'on vous injecte dans le corps, ou dans la manière avec laquelle vous allez vivre votre sexualité, eh bien, s'empare publiquement du corps des individus dès l'enfance. Et tout cela, je pense, doit nous faire en sorte qu'on aille plus précisément dans l'origine de cette idéologie-là. Et c'est vrai que ce qui est toujours compliqué, c'est d'essayer d'identifier qui écrit les rapports sur les droits sexuels de l'OMS, qui écrit les rapports. Aujourd'hui, ça a été tweeté par Virginie Jouron depuis quelques jours. Il y a eu au Parlement européen donc une résolution qui a été adoptée sur un certain nombre de propositions visant en gros à aller vers des nouvelles gestions de pandémie qui vont être encore plus autoritaires que ce qu'on a vécu, etc. Donc il faut essayer d'identifier tout ça, de l'analyser et comme le disait très bien Emmanuel, faire en sorte que les parents puissent ensuite aller voir leur directeur d'école, l'infirmière, voir le rectorat pour du coup avoir les idées claires et dire voilà ce qui se passe et nous on n'est pas d'accord avec ça et vous ne pouvez pas nous l'imposer. Et donc ton livre, ça reprend les racines en fait, les idéologies. Est-ce qu'on peut trouver aussi donc dans ce livre des aides pour savoir comment on devrait penser la sexualité pour les enfants? Je veux dire, est-ce que tu faire l'analyse du problème, c'est une chose, et vers quoi les parents peuvent tendre pour ce à quoi se raccrocher, quel philosophe, quel médecin, quel pédopsychiatre, je ne sais pas. Alors non, puisque moi j'ai pas ce moyen-là, mais justement c'est l'intérêt, je pense par exemple de journées comme aujourd'hui, de réunir Emmanuel, de réunir Roxane Chafei, Sonia Delahaye, Vincent Pavant. Parce que bon, chacun a son analyse et c'est bon, Sonia qui est psychologue, Emmanuel qui fait beaucoup de statistiques pour alerter, donc Roxane pour mobiliser effectivement les mamans, les parents. Donc de toute façon, je pense qu'une personne toute seule n'a jamais de réponse dans ce genre de problèmes très complexes qui nous arrivent sans qu'on sache d'où ça vient, et effectivement on a du mal à analyser, contre lesquels on ne sait pas lutter, on ne sait pas comment, sous quelle forme, avec qui, parce que c'est vrai que quand on est dans ce genre de lutte, il faut toujours être à plusieurs, il faut des associations, donc non, le livre a un côté un peu pamphlétaire d'abord pour faire rire d'abord autour de ça aussi, c'est-à-dire que bon, c'était tellement monstrueux finalement qu'à un moment donné on se dit non mais c'est une grosse blague en fait, c'était pas, mais bon c'est sérieux, c'est dangereux, la philosophie de ça est assez facile à réfuter finalement, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez glisser très rapidement vers ce qu'on appelle le sadisme, hein, tout simplement, avec la violence intrinsèque qui l'accompagne. Et là, c'est extrêmement dangereux. Et là, on l'a vu, justement, c'est important, par exemple, que quelqu'un comme Sonia, par exemple, puisse dénoncer les traumatismes que subissent les enfants quand ils peuvent entendre ce genre de discours. Il faut effectivement que... je suis arrivé tout à l'heure à la conférence d'Emmanuel qui parlait il y a une augmentation, un doublement des enfants qui se sentent en mal de vivre finalement. Et effectivement, il y a eu tout ce qui s'est passé en termes de protocole à l'école, etc. Mais ces agressions perpétuelles sur les enfants qui subissent, notamment dans le contenu de ce qu'on veut enseigner, notamment dans l'éducation sexuelle, c'est des choses qu'il faut mettre en évidence. Donc il y a tout un discours de « ah oui, c'était bien ça qui est à l'origine de ça », et on comprend pourquoi ça les traumatise, on arrive à mesurer, les parents se réunissent et puis à la fin on arrive à proposer un discours très clair en fait, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe et qu'on puisse aller vers des solutions. Parfait. Moi, je veux quand même rajouter une chose, c'est quand même l'éducation à la sexualité a remplacé quand même, on est dans une société de plus en plus violente, on est dans une société où il y a un véritable malaise, il y a un véritable mal-être qui se ressent de façon générale, et finalement on n'a plus de cours, on n'a plus d'instruction à la moralité, ce qui existait les années précédentes, ce qui permettait aussi d'avoir des repères, d'adhérer ou pas à certaines croyances, avoir une foi, etc. Ça c'est autre chose. Et finalement, on voit que tout ça disparaît. Ça fait très longtemps que ça a disparu. Ça disparaît. Par contre, on injecte des cours autour justement
ce qui pourrait être justement une inversion de la morale. Est-ce qu'un enfant de 6 ans a besoin d'apprendre certains termes? Et puis se pose aussi une question assez fondamentale, c'est que quand on interroge des psychiatres, des psychologues, l'un des signaux d'alerte de ces professionnels concernant les abus, les incestes, etc., ça vient surtout des éléments de langage. C'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire, il y a un certain vocabulaire qui est utilisé chez les enfants qui ont été abusés, qui permettent justement à ces professionnels de pouvoir dire oui ou non, un enfant a été abusé. Si ces enfants-là possèdent également ce vocabulaire, finalement, les enfants qui seront victimes d'abus, parce qu'il y en a tout, il y en a chaque année dans notre pays, ne pourront plus être repérés vraiment de façon valable. Donc, finalement, Papendaï, et comme Bruno Le Maire, et comme les Marlène Schiappa, etc., n'ont que certains mots à la bouche. Donc c'est quand même, je trouve que dans un contexte de guerre économique, dans un contexte de pire inflation, leur intérêt, oui, ça interpelle. Pour eux, c'est ça. Oui, ce que dit Emmanuel est tout à fait important parce que c'est l'analyse d'un psychiatre, psychanalyste, qui était neurologue également, donc Sandor Ferenczi, qui parlait de la confusion des langues. Et la perversion sexuelle et les abus qui sont perpétrés sur les mineurs commencent toujours par la confusion des langues. C'est très important ce que rappelle Camille Kouchner dans son livre, effectivement, sur son frère jumeau qui a été agressé. Elle dit que ça commence par un vocabulaire qu'on partage avec les enfants qu'on ne devrait pas, contre lesquels en plus les enfants ne peuvent pas se défendre. Donc c'est vraiment... l'agression commence toujours par les mots, par le vocabulaire et effectivement, comme le dit Emmanuel, chez les professionnels de l'enfance, c'est toujours, et même chez les juristes, c'est-à-dire que la défense, souvent des gens qui abusent, c'est de dire mais on était d'accord sur les termes, en gros. C'était ça. Et c'est là où les psychologues et les juristes disent non, on ne pouvait pas être d'accord sur les termes parce que le terme que vous avez employé ou que vous lui avez proposé, ils ne pouvaient pas le comprendre, il ne pouvait pas y avoir de consentement, il ne pouvait pas, etc. Mais effectivement, à partir du moment où on force les enfants, on leur donne ces termes-là, la confusion opère et les abus deviennent possibles. Donc ça commence vraiment toujours par la langue. Et c'est ça qui, effectivement, quand on nous dit non, mais après tout, on fait que des descriptions, évidemment, il n'y aura pas de projection, il n'y aura pas de film, je ne sais pas quoi, qui montreront. Mais en fait, ça commence toujours par la langue, bien avant de commencer par les images. Donc c'est extrêmement, pour moi, sérieux. Il faut vraiment le prendre sérieusement parce que c'est très idéologique. Et on sent qu'il y a une idéologie très puissante derrière parce que malgré les levées de boucliers, quand même, il y a une volonté de continuer. Et comme le disait Emmanuel, on a l'impression qu'aujourd'hui, on n'entend que parler que de ça. Oui, mais c'est des conférences qu'on avait eues avec notamment Régis Bruno, qui est pédopsychiatre. C'était de dire à partir du moment où on emploie des termes de sexualité avant la puberté, c'est une effraction et donc c'est un viol chez les enfants. Et je crois que ça limite, en fait, ça explique très bien ce qui se passe. Oui, je crois que le mot de viol est à prendre au sérieux. C'est un viol de conscience, bien sûr. C'est une effraction dans l'intimité. Sur laquelle on ne peut pas revenir. En fait. Exactement. Une fois que c'est fait, c'est fini. Exactement, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est la même chose que la vaccination, finalement, où il y a plus de consentement. On peut dire quelque chose comme ça. Le consentement, évidemment, n'est pas là. Et c'est très violent. Parce qu'on nous a pris quelque chose qu'on effectivement on ne pourra plus recouvrer et qu'on ne pourra plus découvrir par nous-mêmes. Et il ne faut pas minorer cet aspect-là. C'est très important. Parfait. Alors vous me parliez tout à l'heure de l'ANSM. Peut-être vous avez un petit mot à en dire sans vous prendre trop de temps sur votre pause déjeuner. Oui, je vais laisser Emmanuel présenter. Alors c'est une plainte qu'on va lancer avec Maître David Guillon pour l'association par l'association Info-Liberté, donc Vincent est président. Donc c'est une plainte pour tromperie aggravée et défaut de vigilance. Tromperie aggravée puisqu'en fait elle n'a pas communiqué je vais faire très bref sans rentrer dans les détails du dossier, elle n'a pas communiqué vraiment des éléments dont elle avait connaissance depuis le départ, et défaut de vigilance aggravé, défaut de vigilance tout court, puisqu'en fait elle n'a pas non plus mis sous signal d'alerte certaines choses, certains faits concernant notamment les morts subites, les morts inexpliquées,
protéger. Et ça, vous en avez les preuves? Tout à fait. Oui. En fait, bon, justement, le principe de la plainte, c'est que tout était connu très tôt, à la fois sur les risques et ensuite sur les signaux. Très tôt, c'est quand? Très tôt, c'est Février 2021. 21, c'est-à-dire dès qu'on a commencé sur quelque chose qui est tout bête, qu'on appelle les effets facilitants, c'est-à-dire que, hélas, les injections ont tendance à faciliter le fait de contracter le virus et quand on le contractait, d'avoir des effets plus graves. Donc, et c'était d'autant plus voyant que on savait que certains vaccins contre le coronavirus à partir d'ARN messager, dans le passé, avaient déjà produit ce genre d'effets facilitants, et donc c'était quelque chose de tout à fait prévisible et ensuite quelque chose de tout à fait observable. Donc effectivement, en 2022, l'année dernière, donc avec Info Liberté, une campagne sur les effets indésirables graves en fait, qui avait été faite du côté de Toulouse. Donc Emmanuel avait fait les statistiques qu'on avait travaillé ensemble et on les avait mis sur des affiches à Toulouse. Ça avait donc ouvert, je pense, un peu le débat quand même, puisque la presse nationale avait relayé alors, ces affiches sur un mode très critique, hein, bien sûr. Mais donc on s'était rendu compte qu'il y avait des effets indésirables graves qui remontaient de manière extrêmement inquiétante dans les statistiques donc de pharmacovigilance, et qu'effectivement bon, la NSM n'en parlait pas. Non seulement n'en parlait pas, mais prétendait en gros que ça n'existait pas, quoi. Donc en réalité, on sent vraiment qu'on a essayé de mettre une chape de plomb, voilà, sur ces. Il y a quand même une volonté de l'éther, c'est pas juste une erreur, un problème de compétences statistiques, etc. Non, on peut. non, vraiment, ils savaient tout depuis le début. Ils savaient que, par exemple, que le premier effet indésirable grave, avant la votation sur le pass sanitaire, la votation sur le pass vaccinal, et ils se sont bien gardés de le dire aux parlementaires, c'était l'échec vaccinal. Donc il y a eu abus des parlementaires également. Alors, les parlementaires ont été abusés, ils n'ont pas eu la bonne information, sans doute. Alors est-ce qu'ils se sont eux-mêmes cachés, est-ce qu'ils se sont un peu bouchés les oreilles? Pareil, avec l'association Réinfo Liberté, on avait organisé des réunions d'information du côté des sénateurs essentiellement. Emmanuel y a participé, j'y ai participé, donc pour bien leur faire comprendre que bon, il y avait des signaux extrêmement inquiétants, et surtout c'était très vite prévisible. Il y a un très grand chercheur en France qui s'appelle Jean-Marc Sabatier, qui très tôt, en publiant d'ailleurs avec les virologues de Wuhan, hein, c'est-à-dire que bon, Jean-Marc Sabatier connaissait très bien l'Institut de biologie de Wuhan, avait prévu quasiment tous les effets indésirables du vaccin. C'était voilà, il y avait une analyse très fine de la manière avec laquelle la spike agressait le système immunitaire, en fait. Et ça s'est retrouvé très vite dans les statistiques. Très tôt, Emmanuel, en faisant les stats sur le VAERS, sur l'EMA au niveau européen, a vu exploser tous les signaux qu'on connaît bien maintenant, que ce soit les myocardites, les effets de cycle, les accidents thrombotiques, etc. Et très tôt, c'est apparu vraiment. Bon, évidemment, alors la NSM essaye aujourd'hui de dire que c'est pas elle, que c'est l'EMA, que donc chacun se renvoie un petit peu les responsabilités. Et donc un des buts de la plainte, c'est de bien dire non, bon, il y a des textes extrêmement clairs dans le code de la santé qui ont été bafoués de manière tout aussi claire. Et de même qu'avec Réinfo Liberté, on avait fait une approche de communication pour dire non mais attendez, il y a vraiment des effets indésirables graves, réfléchissez vraiment, pesez la balance bénéfice. Et ça a été tout le discours à un moment donné du CSI en disant bon oui, il y a peut-être des bénéfices, mais il y a aussi des risques. Et donc il faut vraiment que vous ayez une information extrêmement éclairée pour pouvoir avoir un consentement qui soit libre. Et donc là, on va jusqu'au bout de ça, en disant l'État ne vous a pas donné ces informations claires et loyales, de sorte que effectivement, bon, il ne pouvait pas y avoir de consentement libre et éclairé. C'est le combat d'Aminium Lille, effectivement, et puis pour Réinfo Liberté, c'est notre combat. Donc maintenant devant la justice, en disant on est cohérent, on vous l'avait dit par la communication, on l'avait dit par le CSI, par les affiches de Toulouse. Vous ne voulez toujours pas écouter, bah maintenant on va aller débattre de ça devant la justice et on a des arguments, oui. Parce qu'Aminium Lille, on avait parlé à l'OPEX, donc un peu avant, avril 2022, vous aviez déjà discuté avec des députés, des sénateurs. Donc à partir de ce moment-là, s'ils sont dans l'ignorance, c'est une volonté d'ignorance. Et depuis, Aminium Lille a même été condamné et radié ou suspendu ou révoqué pour avoir fait son travail, qui était de en fait, donner cette information, ce qui est absolument incroyable, quoi. Ah oui, ça ne peut pas exister autrement en Corée du Nord, et pourtant c'est en France.
Et on rappelle également que l'OPQST, par l'intermédiaire de son président Cédric Villani à l'époque, avait refusé de rendre publiques les auditions que la commission des affaires sociales du Sénat lui avait demandé donc de diligenter pour faire le point à ce moment-là. Et le rapport effectivement final de l'OPQST n'est jamais sorti en tant que tel, alors que ce genre de commission d'enquête sénatoriale a 6 mois normalement pour rendre dans les textes rendre ses rapports. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a quand même une volonté, c'est-à-dire à la fois d'essayer de faire croire qu'on donnait une information en interrogeant publiquement, mais c'était surtout, on l'a vu au moment Ils ont stoppé la pétition qui aurait entraîné une enquête parlementaire, et le fait de l'arrêter avant et de lancer l'OPQST, ça a permis de tuer le Tout à fait, et de faire en sorte que là, on ne connaisse pas très bien le statut du rapport, des rapports, à quel moment c'est dû, pas dû, qui est responsable de tout ça. Donc on a choisi pour les auditions publiques certaines personnes et pas d'autres. Christine Coton n'a pas été rendue publique, Emmanuel et moi on n'a pas été rendus publics. Les transcriptions ont été diminuées de certaines parties importantes. Voilà, et donc le pauvre Amin Mlil, du coup, lui a été révoqué après, entre autres, pour avoir pris la parole dans le cadre de ses fonctions. Donc on sent qu'il y a une volonté clairement politique. Alors l'association Réinfo Liberté travaille sur d'autres plaintes que je ne peux pas exactement vous décrire, mais pour aussi aller... parce qu'on pense qu'il y a eu des manipulations politiques à l'intérieur aussi bien du Sénat que du Parlement, et donc pour identifier ces personnes-là et leur demander des comptes, parce que tout simplement elles doivent en rendre. D'accord. Et vous en parlerez au CSI donc du coup de cette plainte On en parle, on a déjà un peu parlé, mais on en parlera quand elle sera entièrement rédigée, lancée, etc. Là, elle est rédigée. Elle est rédigée, alors on va continuer à converger parce qu'on veut un peu prendre notre temps pour être sûr qu'il y ait le maximum de choses, que ça puisse être rendu intelligible pour un juge, parce que c'est pas facile non plus pour les magistrats. C'est vrai que on a beaucoup critiqué un certain nombre de décisions administratives, voire judiciaires, mais c'est vrai qu'un magistrat tout seul, c'est très difficile pour lui tout seul. Il y a eu quelques magistrats au tribunal des prud'hommes, effectivement, qui ont rendu justice, je pense, aux soignants suspendus, non seulement en les réintégrant, mais en leur faisant verser tous les salaires qu'ils n'avaient pas reçus. On a vu, là, il y a 72 personnes qui ont été indemnisées pour des effets indésirables de vaccins. Donc, bon, c'est très embryonnaire, mais effectivement, un juge tout seul, c'est très dur pour lui de prendre des décisions qui vont aller à l'encontre des pressions de l'exécutif. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que le magistrat soit plutôt tranquillisé, qu'il ait une vision très claire de la situation, et que ça puisse amener du coup à prendre une décision que nous on estime responsable. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. À plus tard.